et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors me revoilà pour de nouveaux lives et je suis très contente d'accueillir aujourd'hui Asukru Ake. Donc j'attends juste qu'il se connecte pour partager ce live avec moi et discuter sur un sujet très intéressant. Ah, le voilà. Alors je vais ajouter Asukru. Ça va pas tarder. Voilà, voilà. Comment vas-tu? Alors, je vais très bien. Et Ah, toi? ça va, merci. Alors, attends. Je vais essayer d'arranger un peu la caméra. Voilà. Bonsoir à ce crew. Bienvenue dans le live. Merci. Bonsoir, Bienvenue. Christelle. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, ce soir, je suis contente de reprendre mes lives. J'invite en général des artistes de tout horizon. Et ce soir, donc, nous allons en apprendre un peu plus sur le travail d'Asukru Ake, qui est un artiste que j'ai rencontré en mai de cette année à Fluctuart. Et donc, je vais déjà commencer par me présenter rapidement en quelques mots. Donc, je suis Christelle Acoué. Je travaille avec des artistes émergents, mais pas que, qui visent à développer leurs projets et leur carrière. Je travaille également avec des structures. Et le but est à long terme de valoriser le maximum d'artistes. Donc c'est ce que je fais depuis un certain nombre d'années déjà. Et donc à Soukrou, j'ai en fait eu le plaisir de rencontrer donc tout d'abord tes œuvres lors d'une exposition collective au Fluctuart à Paris. Et il y a eu également une discussion avec plusieurs artistes, dont Magali Mobetti, que j'ai eu le plaisir de rencontrer, avec qui également j'ai échangé il y a quelques mois déjà. Il y a eu énormément d'artistes que j'ai appréciés, enfin en tout cas leurs œuvres et également ton travail. Et j'ai fait donc la rencontre de l'œuvre Les Quatre Cavaliers de l'Apocalypse torturés. C'est bien ça, hein? Oui, ouais. Et donc, Torturé par des fleurs. torturés par des fleurs, voilà, tout à fait. Donc, dans un premier temps, je voulais te demander, s'il te plaît, d'essayer de te présenter, de nous raconter, en fait, qui tu es. Ok, alors je suis à Sokoake, diplômé des Beaux-Arts de Tours en 2021. J'ai d'abord fait 2 ans d'histoire de l'art à Nanterre, ensuite 5 ans en Beaux-Arts et 1 an en design dans une école à l'ESDAC de Lille. Mhm. Donc voilà mon parcours. Sinon, de manière générale, je travaille sur plein de médiums. Je travaille avec beaucoup de médiums, en partant de la peinture au dessin, en passant par la sculpture, la gravure et d'autres trucs. Ce que j'avais présenté à Fluctua, c'était une grande gravure de 5 mètres, environ 5 mètres, gravée sur bois, avec des écrans de télé incrustés à l'arrière des panneaux. Tout à fait. Est-ce Voilà. que tu peux nous en dire un peu plus sur ton univers, sur également ce tableau, les quatre cavaliers de l'Apocalypse torturés par des fleurs, notamment. Euh, alors j'ai plusieurs questions finalement. Serais-tu peut-être un artiste engagé?
Que considères-tu comme un Bah film oui. gagné? Et mon autre question est concernant les quatre cavaliers de l'Apocalypse torturés et d'autres œuvres que j'ai pu regarder sur ton site. Donc j'invite tout le monde à se connecter déjà à ton compte et à regarder ton site internet où il y a un certain nombre d'œuvres. Que souhaites-tu décrire en fait de façon générale? Alors, déjà pour la première question, oui, je suis un artiste engagé. Et pour la deuxième question, sur enfin, sur ce que je décris dans mon travail, c'est un constat. C'est un constat que j'ai fait il y a quelques années. Mhm. Je me suis rendu compte que face à la violence qui est décrite dans les journaux, à la télé et tout, il y avait cette forme de banalisation. Et en recherchant la source en fait cette banalisation, je me suis rendu compte qu'elle provient ou enfin qu'elle provient enfin, qu'elle a plusieurs sources. Et celle qui se rapproche le plus du milieu de l'art, c'est vraiment la peinture d'histoire, par exemple. Quand les artistes au XVIIe, au XVIe siècle reprenaient un sujet, enfin, le représentaient en peinture et ensuite l'exposaient, il y avait cette dimension en fait de reprendre le sujet académique, de pouvoir le transformer, euh, créer un mythe autour de cette violence ou autour de cette tragédie. Et il y a ce constat aujourd'hui, quand on rentre dans un musée, on se rend compte, quand on observe un tableau dans un musée, il y a ce constat qui est de dire que ce tableau, il est beau. Mhm. C'est vrai, il est magnifique et tout, mais en fait, le mythe, euh, le mythe cache au fait la tragédie, la réelle tragédie, la tragédie qui a existé dans le passé. Et en fait, moi, face à tout ça, je me suis dit, mais c'est exactement ce qui se passe au fait actuellement dans le monde, quoi. Quand on a un cliché, une photographie d'une violence qui est présentée dans un journal, qui est présentée à la télé et tout, les premières secondes c'est ah ouais c'est violent et après Mhm. on passe à autre chose ou bien c'est tellement l'image est tellement modifiée par le rédacteur en chef ou par les personnes qui travaillent au niveau des images dans le magazine Mhm. qu'il y a cette ressemblance à la peinture académique, ce qui fait que ça atténue au fait la violence de la photographie. Mhm. Donc mon univers au fait tourne autour de ces questions-là de banalité de la violence, de comment est-ce que la violence en elle-même elle se transforme, elle part d'un point A à un point B Mhm. et comment ce mécanisme en fait se met en place. Donc voilà. En gros, tout Forme mon de univers est autour de une forme de... ton univers, oui, tout ton univers est autour de. Excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, oui, tout mon univers est autour de ces questions. Donc autour de ce que j'ai surtout retrouvé effectivement, c'était la violence au niveau de ce que tu retranscris. Il y a énormément de corps qui sont désarticulés, qui ont l'air torturés, qui ont l'air de souffrir. Effectivement, il y a des petits symboles qui sont parsemés dans tes œuvres, des fleurs. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de blessures que j'ai pu voir ou comprendre dans tes œuvres, des corps, des plaies. J'ai également vu qu'il y a ce que dans ta description qu'il y avait ce que tu appelais l'art de traduction. Est-ce que tu peux m'en dire plus, s'il te plaît? Oui, en fait, là, de traduction, enfin, c'est aussi en relation avec ce que j'appelle la contre-image. Et en Mhm, fait, la contre-image, c'est la recherche de l'envers de l'image.
Et en fait, la contre-image, elle vient du contre-langage, qui est un moyen qui a été mis en place par Paul Celan, Mhm. qui est un auteur d'origine allemande, mais naturalisé français, qui a Mhm. écrit plein de magnifiques poèmes et qui a aussi été emprisonné à Auschwitz durant la Seconde Guerre. Et D'accord. à sa sortie du camp, du camp de concentrement et tout, il a écrit ses poèmes en allemand. Et pour lui, sa volonté au fait d'écrire en allemand, c'était pour que les premières personnes qui allaient lire ses poèmes soient ses oppresseurs, c'est-à-dire les Allemands, les nazis D'accord. allemands. Mhm. Donc, il appelait ça le contre-langage dans le sens où il, il écrit à contresens, ou disons à contre-langage du langage qu'il parle d'origine, en fait. Mhm. Donc, en fait, la contre-image, c'est un peu sur ce sujet-là. Partie en fait d'une image d'origine et ensuite venir comme ça, partir d'une image d'origine, ensuite venir la retravailler pour Mhm. faire ressortir en fait toutes les blessures qu'il y a à l'intérieur. Comme je disais tantôt, quand on parle par exemple d'une euh, d'une photographie de presse, par exemple, je prends l'exemple de la Madone d'Alger. C'est une photographie qui a fait le tour du monde. Tout le monde parlait de la Madone d'Alger, mais pourquoi ce titre, la Madone d'Alger? Alors qu'il y avait des bombardements, il y a une femme qui pleurait, mais elle était dans une posture qui ressemblait à la Vierge Marie. Du coup, il y a eu tout un discours, le New York Times, CNN, Le Monde et autres. Ils ont tous repris le titre de la Madone d'Alger parce que l'image ressemblait à un tableau d'histoire. Mhm. Mais l'image en vrai, quand on fait des recherches, et l'image en vrai, c'est une image rectangulaire. Elle n'est pas carrée ou rectangulaire de manière verticale, mais elle est rectangulaire de manière horizontale. Et on voit d'autres personnes à côté de cette dame et elle ne pleure pas son enfant, mais en fait, c'est la tante, enfin, c'est une tante qui se trouve à côté de la mère de l'enfant qui est décédé. Donc, il y a toute une histoire, une seconde histoire, en fait, qui a été écrite sur cette dame, alors que c'est pas la vraie histoire. C'est pas la réalité. Mhm. Donc, voilà, c'est pas la réalité. Donc, en fait, dans la contre-image et dans la traduction, c'est vraiment de partir de ce type d'image-là et de faire ressortir, en fait, les douleurs, de faire ressortir les vrais récits, qu'il y a derrière. C'est pour ça que aussi dans mon travail, il y a énormément de corps que je représente et je ne représente pas de visage parce que pour moi, le visage, l'expression du visage n'a pas vraiment d'importance, quoi. On peut sourire, mais à l'intérieur, on peut avoir mal. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment le corps. Parce que le corps, en fait, il traduit la réalité. Il Mhm. traduit les vraies expressions euh, qu'on ressent. Et pas le visage. C'est pour ça que souvent, les visages, j'utilise le symbole Adinkra-Aîné, qui est le symbole Adinkra à Caen. Ce sont trois Mhm. sexes circonscrits, mais j'en rajoute plusieurs pour essayer de les détourner aussi. Mais du coup, tu ne fais pas du tout ce que font la plupart des artistes dits contemporains africains à l'heure actuelle qui retranscrivent et peignent un certain nombre de corps et de belles représentations de femmes et d'hommes et dont on voit les visages justement. Non, 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 C'est non. un parti pris. C'est un parti pris. Pourquoi C'est est-ce que tu as décidé de travailler dans ce sens à l'heure où c'est parce que, ouais, excuse-moi, à l'heure où l'art contemporain africain est émergent, il y a un boom économique par rapport à ça. Pourquoi avoir ce parti pris en fait? personnellement, je voulais être au plus proche de la réalité. Mhm. Et je voulais montrer que, euh, au-delà, au fait, de la beauté, parce Mhm. que quand j'ai l'habitude, quand les gens sont devant mes tableaux et tout, la première chose qu'ils disent, c'est ah ouais, il y a les corps qui sont magnifiques, les corps ils sont comme ça et tout. Et ensuite, la seconde chose, c'est ah ouais, c'est très violent, on peut pas le mettre dans notre salon. Et en fait, c'est ce que je recherche. De toute façon, en fait, je suis pas là pour créer, enfin, faire des tableaux pour des salons, quoi. Je suis là pour Ah représenter bon? ce qui me semble,
ce qui me semble juste. Et Mhm. après, ça intéresse des gens, quoi. Parce que, parce que on est, quand on prend par exemple je prends toujours l'exemple du tableau, ça parce que c'est ce qui se rapproche le plus et c'est vraiment ma première source. Le tableau, le radeau de la Méduse, par exemple. Oui. C'est une tragédie c'est un événement qui a existé. Mhm. Un peintre l'a repris, l'a représenté. On voit des corps, on voit des personnes souffrir, on voit énormément de corps morts, des personnes noyées et tout. Mais quand on voit le tableau, la première réaction, c'est la beauté, le Oui. temps. On s'est dit, ah ouais, il a vraiment du temps pour représenter les corps et tout, même des corps presque morts avec la couleur enfin, de la chair et tout ça. Et il y a vraiment une énergie dans ce tableau. Mhm. Et le tableau, il est accompli, quoi, il est achevé. Et moi, je suis un peu à contresens de cela. C'est-à-dire que quand je reprends les images, ça peut être des images de la Première, la Seconde Guerre, ça peut être des images que je prends dans la rue et tout. Il y a toute cette volonté au fait de rapprocher ces images-là au tableau historique, Mhm. de par ma formation aussi en histoire de l'art. Mais il y a cette aussi volonté aussi de ne pas faire en sorte que le tableau soit, on va dire, beau ou acceptable par tout le monde. Je Donc comprends c'est tout à fait. vraiment, c'est voilà, c'est un parti pris que que je fais et C'est moi personnellement ça me plaît. tant mieux parce que c'est très courageux et c'est honnêtement pas du tout ce que la plupart des artistes contemporains donc africains font. En tout cas à l'heure actuelle, je pense que ça évoluera et tu dois être l'un des précurseurs en fait de ce mouvement clairement. Et je pense que ce parti pris est peut-être lié, et tu me confirmeras peut-être à ton pays d'origine également, la Côte d'Ivoire, avec tout ce qui s'est passé. Il y a peut-être aussi des comment dire des événements que tu as peut-être vécu, ou tu as peut-être entendu qui t'ont fait en fait penser à créer de cette manière. Est-ce que tu peux confirmer ou infirmer? Oui, oui, il y a eu, il y a eu 2004, Mhm, 2004 avec enfin, le 43e BIMA, qui est une base française qui est à Port-Bouët. mhm, Quand ils ont fuyé des manifestations, essuyé des tirs, il y a eu des tirs sur des personnes qui manifestaient et tout. Nous, on était assez éloignés enfin, du 43e Birma. Je me rappelle à l'époque, j'étais en vacances. Mais, euh, mais voilà, c'était assez tragique. Il y a eu aussi 2010 aussi, la crise de 2010. Donc ouais, il y a eu des événements comme ça qui, en fait, qui m'ont fait prendre conscience sur ce qu'on voyait, ce qu'on représentait, et en fait, qu'on arrivait à se construire à partir de ces deux premiers constats. mhm. Donc, en faisant de tout ça, je me suis dit que j'allais essayer enfin, de traduire tout ça à travers mon travail et à travers des sources qui sont pas forcément d'origine africaine, mais qui sont des sources universelles qui Universel. proviennent. Mhm. Et donc, tu as décidé de décrire la violence, la déchéance, de retranscrire pardon, l'humanité, un peu comme ce que j'ai mis dans le titre, l'art de retranscrire l'humanité entre déchéance et émancipation. N'y a-t-il pas quand même une note d'espoir face à tout ce qui se passe en ce moment dans le monde? Donc là, si on parle de l'actualité, il y a quand même une guerre en Ukraine. Il y a énormément de violence autour de nous, énormément de déchirures.
N'y a-t-il pas quand même une note d'espoir et qui mènerait vers l'émancipation de cette humanité? Qu'est-ce que tu penses de ça, en fait? En fait, il y a toujours une note d'espoir. Mhm, Enfin, il y a toujours de l'espoir. C'est pour cela que moi, dans mon travail, il y a 99% euh, de scènes de bataille, euh, de scènes représentant des violences urbaines et tout, mais dans des parties assez reculées, assez cachées en fait du tableau. Et l'espoir en fait que je représente, mais sous forme voilée. Et en mhm, fait, c'est au spectateur de chercher, de retrouver cet espoir-là. C'est un peu comme, enfin, je consomme mes tableaux comme des énigmes, au fait. mhm. Et c'est pour ça que je disais que les gens, ils arrivaient, ils disaient, ah ouais, c'est beau. Ensuite, ah, c'est violent. Et après, c'est tout, en fait. Mais pour les personnes plus averties, ils vont regarder encore et encore et encore et encore le tableau. Et au fur et à mesure qu'ils regardent, il y a des éléments, des symboles qui reviennent. Et ensuite, se posent des questions. Et ensuite, je réponds ou ils font des recherches et tout. Mais il y a toujours fait de l'espoir. Et parce qu'en fait, l'humanité, enfin, l'humanité est construite, en fait, à la fois sur la violence, mais aussi sur l'espoir, quoi. Et c'est ce que j'essaie de penser dans les quatre caves de l'Apocalypse. Comme je disais, l'homme va-t-il se sublimer, Apocalypse ou apothéose. Et, euh, et aussi parce que quand je reprends aussi les quatre caves de l'Apocalypse, il y avait ces écrans de télé que j'avais plaqués à l'arrière enfin, de la gravure. La gravure? Mhm. Ouais, avec la gravure. Mais en fait, ces écrans, ils ont une image, mais en fait, l'image, elle est brouillée. C'est l'image qu'on a sur notre télé quand l'image n'a plus de signal. Mais l'origine de cette image, c'est que l'image en même, elle-même, c'est une onde, le fond diffus cosmologique, qui Mhm. est l'image fossile de la création de l'univers. Et en D'accord. fait, cette image qu'on a sur notre télé, cette onde, en gros, elle est apparue 380 000 après le Big Bang. Et elle continue encore de se répandre dans l'univers à la vitesse de l'expansion de l'univers. Donc, la problématique, c'est que nos télé de maintenant n'arrivent plus à capter cette onde qui est un peu comme un fossile, qui est le fossile en gros du Big Bang, quoi. Mhm. Donc, on a une image brouillée, une image enfin, qui est visible quand la télé n'a plus de signal, la télé n'a plus d'image. Donc, on pourrait directement penser au chaos à la fin, avoir cette interprétation en fait sur l'écran de télé qui est placée derrière une gravure qui représente encore une scène de bataille avec des cavaliers et tout. Mais quand on cherche, quand on va loin, quand on pousse l'image, on se rend compte que l'image brouillée qu'on voit au fait, ce n'est pas l'image de la fin, ce n'est pas l'image de la fin d'un signal, et c'est plutôt la construction ou le début ou la naissance de quelque chose, la naissance d'un univers. Mhm. Donc, c'est souvent dans mes tableaux, il y a toujours des contradictions comme ça, il y a toujours des éléments qui sont interprétés comme violents, comme éléments de destruction. Mais quand on pousse l'analyse de l'image, elle se révèle comme être source ou naissance de quelque chose. Mhm. Je vois tout à fait. Bonsoir à toutes et à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à en poser. Donc tu parlais de la gravure, donc c'est l'une des techniques que tu as utilisées lors de notamment de exposition au Fluctuart. J'ai vu que tu avais également utilisé de la peinture. Tu avais également utilisé de la peinture et du bois notamment. Et Oui. il y avait également des sculptures que j'ai vues sur ton site. Donc, quelle est
pour toi le médium qui te permet d'exprimer tout ce que tu ressens ou tout ce que tu as vu, tout ce que tu as envie d'exprimer? Est-ce que c'est en général une technique mixte que tu préfères utiliser ou c'est en fonction de ce que tu as envie d'exprimer? Comment ça se passe exactement? Alors, au niveau des médiums, des matériaux, j'en ai pas. J'ai pas de médium de prédilection, j'ai pas de médium préféré. Moi, en fait, je pars des mots. Mhm, Tout part des mots. Et en fait, avant de construire un tableau, j'ai le titre que je construis. Et en mhm, fait, la réponse, les problématiques, tout se trouve dans le titre. Et le titre, les quatre cavaliers de l'Apocalypse torturés par des fleurs, c'est déjà si j'explique le titre, on peut passer 30 minutes, je sais pas. Mais en fait, le titre, c'est quoi? Les quatre cavaliers de l'Apocalypse. C'est un récit, pour résumer, c'est un récit mhm, biblique qui annonce la fin de l'humanité, torturés par des fleurs. Les fleurs, on pourrait les prendre comme une forme de douceur, par exemple. Et en fait, dans le tableau, les fleurs représentent cet espoir, en parallèle des écrans de télé dont je parlais tout à l'heure. mhm, On a quelque part quatre cavaliers qui arrivent dans une humanité qui est en ruine et mhm, qui viennent anéantis. Et on a cet espoir en fait qui refuse d'être anéanti. Donc quelque part, c'est comme si on était face à la fin du monde. Et en fait, les humains se disaient, non, mais nous, aujourd'hui, on n'a pas envie de mourir, quoi. On veut pas que notre monde, on veut pas que ce jour soit la fin de notre monde. Et tous ensemble, en gros, ils vont se mettre en avant, ils vont commencer à trouver des solutions mhm, pour s'en sortir. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment avec les questions écologiques, les questions de guerre et tout. On a toutes les nations en griffe. Euh, on a un réveil de conscience au niveau des questions raciales, des questions sociales et tout, quoi. Donc, c'est le titre, il résume ce qui se passe dans ce monde en ce moment, actuellement. Donc, pour revenir à ta question, donc je disais, tout est dans les titres. Donc, je construis les titres et ensuite je construis l'image. une Et image en ensuite. fonction du titre, voilà, en fonction du titre, maintenant, ça dépendra. Soit le titre sera plus adapté à de la sculpture, au collage, ou à de la gravure, au dessin et tout. C'est pour ça que dans la sculpture de la pirogue dont tu parlais tout à l'heure, Mhm, l'Odyssée du soleil noir, c'est vraiment une question de voyage, c'est une question de recherche. Parce que avant de construire la pirogue, je me suis rendu compte que je parlais quasiment plus ma langue maternelle et que je mhm. comprenais 20% de ce qu'on me Ta disait. langue maternelle, c'est quelle langue? C'est laborieux. D'accord. Je me suis rendu compte que 2 ans après mon arrivée en France, Oui. je ne parlais plus ma langue paternelle aussi. Et 5 ans plus tard, je parlais quasiment plus ma langue maternelle. Donc en fait, dans l'Odyssée d'un soleil noir, j'ai gravé en langue tui. Mhm, C'est une langue Akan qui est parlée entre le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Et, euh, et en fait, dans cette langue que je comprenais un peu mhm, avant, mais euh, parce que ma mère a des origines aussi ghanéennes et tout. Donc en fait, dans cette langue tui, j'ai gravé un conte qu'on me racontait quand j'étais enfant, mhm. du dieu araignée Kwaku Anansi. Donc en fait, tout est parti de cette problématique, du titre. Ensuite, la pirogue était l'objet, la sculpture était en fait l'objet ou le médium qui était le plus adapté à cette problématique-là. Ou comme dans la série de collages aussi, de craft noir sur une papier, sur une page d'encyclopédie, du Des pages petit d'encyclopédie, d'accord. ouais. Tout est sur ton site, donc j'invite tout le monde à regarder. Tout est vraiment présenté sur ton site et il y a des explications également.
Et oui, donc Voilà. tu disais qu'il y avait, tu avais fait une série de collages, donc ça je l'ai vu effectivement. Il y en avait, je pense une dizaine ou vingtaine, c'est ça? À Sur peu le près. site, il y en a une dizaine, je crois, mais en Ouais. tout, il y en a environ une centaine. Ah oui, d'accord, d'accord. Et pourquoi l'avoir fait sur des encyclopédies? Pourquoi avoir peint sur enfin des pages, pardon, d'encyclopédie? Ben, c'est parce que euh, c'était durant le confinement. Ok, il n'y Voilà, on avait pas de a, papier. voilà, il y avait, voilà, les magasins étaient fermés, il y avait pas, enfin, j'avais quasiment pas de papier. Il y avait que un rouleau de craft et j'avais même pas l'encyclopédie, je l'ai récupéré dans la rue D'accord, parce que ok. j'ai fait un faux, j'ai même oublié le nom, les faux certificats de sortie de Oui, l'époque là. bon, on va J'en ai pas fait trop un en dire. faux, voilà, et je suis sorti. Et en fait, j'ai ramassé l'encyclopédie dans la rue. D'accord. Mais à la base, quand je l'ai récupéré, il était en anglais. Donc je me suis dit, bon, ah oui, ça fait un dictionnaire de plus, quoi, pour étudier la langue et tout. Et quand j'étais chez moi, j'avais pas non plus accès à mon atelier aux Beaux-Arts. Donc j'ai Mhm. commencé à déchirer le craft et en fait à le D'accord. scotcher à mon mur pour pouvoir prendre en photo mes compositions à partir du papier et tout ça. Et ensuite, plus tard, venir les redessiner et tout. Donc, je faisais avec les moyens du bord. Quand je le Mhm. scotchais au mur, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe. Donc, en fait, j'ai déchiré le craft, mais en plus petit, je l'ai collé sur les pages d'encyclopédie. Et par la suite, je me suis rendu compte que la couleur du craft et la couleur du papier ne ressortaient pas bien. Donc, Ah j'ai décidé bien. de le peindre en noir. Et c'est comme ça qu'est née la série. D'accord. Et, C'est euh, super. et voilà. Voilà. Et quand j'en ai fait un, deux, trois. Ensuite, je suis entré dans un protocole où en fait, quand je travaillais, j'avais l'impression que j'étais dans une forme de rituel où en fait, le Mhm. geste de déchirer au fait m'apaisait. Donc, il y avait cette question d'évasion à travers le geste. C'est pour ça que quand j'explique cette pièce, c'est Ouais. qu'en fait, le geste de déchirer le papier, il devient lui-même œuvre avant que l'œuvre advienne. Mhm. C'est Voilà, en génial. fonction de la période, voilà, en fonction de la période dans laquelle on se trouvait, voilà, où en fait on était quasiment enfermé, enfin, on était enfermé, Mhm. et il y avait enfin il y avait ce côté de s'évader en fait, il y avait cette idée de s'évader. Mhm. J'ai eu à voir, à échanger avec New Barreto, qui est aussi un artiste très très connu dans le monde de l'art Ouais, africain ouais, je vois qui contemporain. c'est. Ouais. Et du coup, il a fait une exposition à la Galerie Obadia où effectivement il avait peint et créé un certain nombre de séries pendant le confinement en fonction des périodes. Et c'était à peu près la même démarche aussi. Je suis pas sûre qu'il ait pris des en- une encyclopédie, mais je pense qu'il avait récupéré également des journaux et autres pour faire ses créations. Et William Wilson aussi, je crois lui, il avait pris des cançons, je pense. Et pareil, il a peint en fonction de l'espace qu'ils avaient. Enfin, comme tout le monde était confiné, bah, ils se sont cantonnés à créer sur des petits supports, Des petits des, formats. des petits Ouais, formats, tout à fait. ouais, Et ouais. Et, j'avais une question concernant ton esprit poétique, ta poésie, parce que donc sur le site, je vous invite vraiment à regarder le site d'Asukro Ake, qui est vraiment très bien fait, et il y a des audios. Donc c'est comme une exposition un peu. Tu vas certainement penser dans ce sens. Donc il y a une galerie, on voit ton travail et il y a des textes qui sont lus, ou des poésies qui sont lues par différentes
personnes, dont toi, bien sûr. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus parce que j'ai été très surprise de cette démarche et au bout d'un moment, en fait, ce qui est intéressant, c'est on a tendance à vouloir réécouter pour mieux comprendre, pour mieux s'imprégner en fait des mots. Et il y a effectivement les thématiques qui reviennent, la violence, la déchirure, etc. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus par rapport à ton processus de création, par rapport au texte? Euh, En fait, tu as souligné un point important, c'est que les audios, en fait, quand Mhm. je les ai réalisés dans le cadre de mon diplôme de troisième année. D'accord, Et dans toute la salle où je présentais mes pièces, il y avait ces audios. d'accord, d'accord. Donc c'est exactement le même, c'est exactement ce que je voulais, quoi. Créer un espace critique sur le site où en fait, quand le spectateur, en gros, il arrive sur le site, Mhm. il arrive directement, l'audio se lance. Oui. Pendant qu'il regarde les images, c'est un peu comme si la voix enfin la voix qu'il entend est l'explication de l'image qu'il voit. Donc Mhm. il y a cette idée que je recherchais sur le site. Mais comme je disais, c'est des audios que j'ai présentés à mon diplôme, mais en fait c'est des audios qui sont extraits d'un essai politique que j'ai écrit quand j'étais en troisième année, Beaux-Arts de Tours. Et c'est un essai qui comporte 9 histoires. D'accord. Moi, je les appelle. C'est un chapelet de 9 histoires. Et Mhm. la première histoire, c'est une histoire sur les migrants. Mhm. Et la seconde, c'est 3 histoires qui se combinent en une seule. L'histoire de 3 générations. Il y en a une sur le pouvoir des femmes, enfin, le combat des femmes, qui vont délivrer leurs enfants qui ont été emprisonnés et qui sont obligés de travailler dans des mines qui se trouvent sous un palais présidentiel. Ah, Et euh, ouais. Donc voilà, ça part dans des délires et tout. Et en fait, c'est un jeune qui raconte l'histoire à l'un des enfants d'une mère qui était leader en gros de toutes les mères qui allaient manifester devant le palais pour libérer les enfants et tout. les enfants. Mhm. Voilà. Et il y a une autre histoire où un enfant qui est né sur un bateau, qui n'a jamais mis pied sur terre parce que ses parents lui disaient que la terre c'était horrible et tout. Et comme il voulait forcément voir de ses propres yeux, il s'est mis à écrire des poèmes, à jeter des bouteilles à la mer, à écrire et à les attacher sur des pattes de mouette. Et un jour, il a eu une réponse d'une fille qui lui a expliqué comment ça se passait sur Terre. Et en fait, il avait enfin, il se construisait des récits à partir de ce que son père lui disait et à partir de ce que la fille lui racontait. Et il voyait que les deux versions n'étaient pas si horribles que ça. Et Mhm. là, il faut aller sur Terre. Donc après, ça parle des délires. D'accord, ok. Et voilà. Et en fait, c'est des histoires qui sont, quand je les ai écrites, en fait, je les ai écrites en réaction à au troisième paradis de Pistoletto. Parce qu'il décrit le premier paradis comme un paradis qui sont en fait l'union du premier paradis et du second paradis. En fait, le premier paradis, c'est le paradis qui n'est pas transformé avant Mhm. que l'être humain se mette à transformer avec ses grandes machines, avant le siècle industriel. Et à partir du siècle industriel, débute le deuxième paradis. D'accord. Mhm. Et, et en ce moment, on est dans le deuxième paradis, selon les explications de Pistoletto. Michelangelo Pistoletto, si les gens veulent chercher. Et en fait, le troisième paradis serait la réunification de ces deux paradis pour créer un paradis qui n'est ni le premier ni le second paradis, mais qui est un paradis qui va plus ou moins ressembler au jardin d'Éden. Et en fait, au troisième paradis, moi j'ai écrit ces 9 histoires Mhm. euh,
un peu comme quelque chose de réactionnaire en lui disant, mais en fait, ce troisième paradis, il ne peut pas exister. Il peut exister, mais que mentalement. Mais de Mhm. manière physique, de manière réelle, il ne peut pas exister. Parce que l'homme est tellement mauvais que c'est inscrit dans ses gènes. Et il y a une des histoires que moi que j'aime particulièrement. Euh, si l'espoir noir d'Orient. Et dans l'espoir noir d'Orient, c'est un père et un fils qui débattent. Et le père, il avait tellement foi en l'humanité qu'il a tout fait pour que l'humanité change. Oui. Mais à un moment, il se rend compte que l'humanité ne peut pas changer. Et en fait, son fils lui dit, mais père, tu t'es toujours battu pour l'humanité, continue de te battre pour l'humanité. Et ça, c'est un dialogue d'opposition entre le père et le fils. Et le fils ne croyait pas, au départ, le fils ne croyait pas que l'humanité pouvait changer. Et à la fin de l'histoire, c'est l'inverse qui se passe. C'est le père qui ne croit plus que l'humanité peut changer et le fils Donc, qui c'est croit de que l'humanité changer. peut changer. Mhm. Donc voilà, donc il y a plusieurs histoires dans cet essai Super. Et et tu voilà, comptes en le regardant publier? dans le paradis. Tu comptes le publier? Ouais, un jour, j'ai essayé de publier. Quand j'ai été diplômé des Beaux-Arts, j'ai essayé de publier, mais Pas j'ai pas eu de encore. bons retours. Oui, pas encore. Donc pour l'instant, je garde au chaud. Et Ok. on verra plus tard. C'est génial. Donc tu as aussi ce don de pouvoir écrire en fait, au-delà tes talents de plasticien. Et les thématiques restent les mêmes visiblement autour de l'humanité, les déchéances, et éventuellement une émancipation de cette humanité. Et je voulais savoir en fait quel serait, enfin, après c'est peut-être un peu prématuré, mais dans quelques années, comment est-ce que tu te verrais dans quelques années en tant que plasticien? Mais tu as un leader au niveau des plasticiens. Moi, je considère que tu es vraiment un précurseur par rapport à ce style de Ah, thématique. Comment ah, est-ce que tu ça, te verrais dans je, quelques années plutôt ça, en train de ça, parcourir le monde en faisant des conférences, proposer des conférences, plus des galeries, plus des livres, tu sais pas encore. peut-être, 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 parce que, ouais, vu que déjà dans mon travail, il y a toujours cette ambiguïté ouais, entre le fait de prédire l'avenir. Je tout à pourrais fait. pas prédire le mien en disant que dans 10 ans, je fais des conférences à tel endroit. Mais j'espère, et je pense que c'est ce qu'on espère tous en tant qu'artiste, c'est de Mhm. montrer son travail au maximum de personnes, Maximum de de personnes. faire, voilà, d'interpeller des gens, de créer des zones de rencontre, des zones critiques, des espaces critiques pour que les personnes puissent être confrontées au regard de l'artiste, au discours de l'artiste aussi, pour qu'il y ait un échange, mais Mm. pourquoi pas des changements. On espère tous à travers notre art créer des changements. Donc Mhm. voilà, moi Alors, j'espère, quoi. je te dirais qu'il y a quand même une catégorie d'artistes qui cherchent à vendre, dont le but principal serait de vendre le maximum d'œuvres. Là, Oui, justement, on en vient justement on en reparlera dans pas longtemps, là, ta prochaine, tes prochaines expositions, dont l'une aura lieu dans une foire, justement. Et donc, bon, beaucoup d'artistes cherchent à vendre pas qu'une seule œuvre, en tout cas. Donc, c'est un autre, je pense que c'est aussi un autre parti pris qui est tout à fait, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais au-delà de ça, il y a effectivement, c'est pour ça que je te posais la question au départ, es-tu un artiste engagé? Et on avait déjà eu un peu cette discussion, je sais pas si tu te souviens. oui, oui.
Oui, Donc, en mai, je crois. ouais, oui, tout à fait. Donc, un artiste engagé. L'artiste engagé ne peut ne pas forcément vendre, parce que ça, justement, les thèmes sont tellement criants de vérité que, au final, bah, ça peut ne pas plaire, ça peut ne pas être beau, justement, beau à voir ni beau à entendre, et du coup, bah, ça ne vend pas. Et au-delà de ça, c'est pour ça que je te disais que c'est vraiment courageux et c'est un parti pris que tu assumes totalement, qui est louable. Enfin, je te souhaite plein de ventes, hein, c'est pas le débat, c'est pas le sujet. Mais ce que tu retranscris à travers tes œuvres, donc tout ce qui est la violence, la déchéance et on espère l'émancipation des peuples est très intéressant et très original. J'invite vraiment tout le monde à te suivre et à regarder tes actualités à travers ton compte donc Instagram, Facebook et sur ton site internet. Et je voulais savoir quelles sont tes prochaines actualités? Quelles seront tes prochaines actualités? Bah là, en ce moment, je prépare la foire AK, Mhm, qui aura lieu du 21 au 23 octobre, dans 2 semaines, je crois. mhm, Et après, il y a la résidence au Togo avec Amé Siamé au mhm. musée Paul Aïe. Donc Voilà, voilà, pour l'instant, il y a que ça de prévu. on salue Ferdinand Maculia et Juliette Delcourt, qui sont les initiateurs de ce projet Armé Siamé au Togo. Oui. Et je tiens à préciser pour ceux qui regarderont ce live que c'était un hasard parce que je soutiens bien sûr Armé Siamé depuis les débuts. Et il s'est trouvé que bah la vie a fait que en fait on s'est rencontrés avant donc ton entrée à la résidence et du coup bah tout se combine à merveille. Alors tu as des encouragements de alors Basta qui t'encourage. Là tu lis les commentaires. Il y a Kenya Leroy aussi qui t'encourage et Ouais. c'est que de la solidarité, donc c'est génial. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on va bientôt finir le live. La discussion était tellement intéressante que là, je pense qu'on en est à peu près presque 1 heure. Donc n'hésitez pas. Et sinon, on terminera là avec donc tes actualités. Je vais encore attendre une petite Ouais. minute, mais je pense que c'est bon. Écoute, Ouais. Voilà, bon, à part les deux, AK et la résidence au Togo, pour l'instant, j'ai plus d'autres actualités. c'est déjà pas On mal verra ce pour. que nous réserve. Oui, bien sûr, c'est Ouais. déjà pas mal pour une fin d'année là qui va arriver. Et bah, je vais terminer en te remerciant d'avoir accepté de discuter un peu avec moi ce soir. Merci. Merci Et à toi pour l'invitation. je t'en prie. Et puis à très bientôt. À très Merci, bientôt. à très bientôt. On se croisera. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au À bientôt. revoir. Bonne soirée tout le monde.